Perron. Et sachez qu'en complément de cette soirée, vos représentants, dont une partie sont connectés par Teams aussi ce soir, sont à votre disposition pour des rendez-vous spécifiques sur l'ésotérisme, pour parler assortiment, linéaire, merchandising. Donc, n'hésitez surtout pas, au-delà de cette soirée, à les solliciter. Mais avant de vous laisser entre les mains expertes de Julie, notre journaliste apprentie sorcière, je tiens une nouvelle fois à remercier Marie, que j'ai en haut à gauche sur mon écran, si vous voulez mettre un petit peu, voilà, qui sont là et qui ont organisé de main de maître tout cet événement. Et elles ont beaucoup travaillé sur cet événement parce que nous y croyons évidemment beaucoup. Et merci aussi à nos auteurs et à nos éditeurs de nous accompagner dans cette folle aventure de nos nocturnes d'ésotérisme. Bonne soirée à tous et je vous laisse la main. Bonne soirée. Merci Laurent. Merci à tous. Je ne sais pas, Marie et Emmanuel, si tout le monde vous a vu, parce que moi, je ne vous ai pas revu, refaire un petit coucou. Si on parle, on nous verra. Voilà. On est là au coin du feu. Et voilà, salut les filles. Merci beaucoup pour cette soirée, effectivement, super bien organisée. Donc, je reprends la main et à mon tour, je vous souhaite la bienvenue pour ces deuxièmes nocturnes de l'ésotérisme organisées par Dilisco. Je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver ce soir. Donc, c'est 3 heures d'initiation à côté de spécialistes qui vont vous dévoiler les secrets de leur pratique. On est vraiment là pour apprendre ensemble. Donc, s'il y a la moindre question, surtout, n'hésitez pas. Lors de la première session, on a exploré l'astrologie avec Julie Gors, la lecture d'oracle avec Virginie Robert et le chamanisme avec Audrey Fella et Tigrane Adam, son éditeur chez Mama Édition qui était là. Mais donc pas de panique, hein, si vous n'étiez pas là lors de la première soirée, les sessions sont complètement indépendantes. Ce soir, on voit tout à fait autre chose, mais ce sera tout aussi passionnant. Alors, au menu de ce soir, on a la magie du tarot de Marseille. Le livre est là, avec Céline Camoun, donc, qui a publié mes premiers tirages de tarot de Marseille chez le Lotus et l'éléphant. Je passe vite parce que la soirée va être très riche, donc on n'a pas de temps à perdre. Ensuite, le sens caché des chiffres grâce à la numérologie avec Céline Coll, donc qui signe numérologie, réveillez vos super pouvoirs chez Jouvence Ezo. Et ça, des super pouvoirs, on ne va pas en manquer. On va terminer avec la lithothérapie, avec la pétillante Carole Smile qui propose la litho positive, la magie des cristaux pour briller comme une paillette, apparaître très bientôt chez le duc Ezo. Donc cette fois encore, la soirée est enregistrée, donc ça vous permettra d'avoir accès au replay. Donc comme toujours, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, je vous invite à déconnecter votre caméra. Pensez bien à désactiver vos micros pour une meilleure qualité d'écoute des ateliers. On a toujours le module de chat pour poser des questions. Et si vous voulez poser une question, allumez votre micro, posez votre question et voilà, comme ça on est tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Cette masterclass veut vraiment être très conviviale. Donc j'aime à le rappeler, il n'y a pas de questions idiotes. Hein, on est vraiment là pour découvrir des pratiques ésotériques qui ne sont pas toujours faciles d'accès. Alors qu'en fait, on a souvent beaucoup d'a priori dessus. C'est souvent accessible quand même. On va voir ça ce soir. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer. On compte sur vous. Merci d'avance pour vos questions et pour votre participation. Et donc, avant d'accueillir notre première intervenante, je vous propose de trinquer ensemble. Oui, je n'ai pas encore trinqué, que déjà je bafouille, parce que je sais pas, il y en a plusieurs chanceux d'entre vous qui ont reçu des petits coffrets avec un petit apéro. Encore une fois, merci Marie et Emmanuel, c'est très sympa. Et donc, moi, dans mon petit panier, il y avait Calista. Donc, il y a les étoiles et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment l'apéro sous la lune et dans les étoiles. Donc, merci pour ces cadeaux. On a vraiment été gâtés. Et donc, je vous propose de trinquer ensemble à cette belle soirée qui s'annonce. Chin chin, à la vôtre. Faites vos vœux. C'est le moment. On va pouvoir commencer. Donc, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet avec la première Céline de la soirée. Céline Camoun, qu'on peut retrouver sur Instagram via le compte Yes We Cards, pour ceux qui connaissent. Donc, Céline, bonjour. Est-ce qu'on te voit à l'écran? Oui, salut. Donc, tu viens de publier mes premiers tirages de Tarot de Marseille chez le Lotus et l'éléphant en septembre dernier. Il s'est déjà vendu à plus de 5000 exemplaires, ce livre. C'est un beau succès de librairie. Oui, pour un premier livre, oui, je suis très, très contente. Ah bah, tu peux. Félicitations. Il est hyper joli. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, vous l'avez sans doute touché. Moi, je le trouve vraiment très, très joli. Les illustrations sont hyper belles. Et alors, on a le jeu à la fin.
Donc ça, c'est absolument ultime. Moi, je trouve ça formidable ce qu'on peut faire maintenant avec les formats livres. C'est presque des coffrets, c'est super. Donc, Céline, on va peut-être faire connaissance. Tu m'as dit que tu étais juriste en droit fiscal dans ta première vie. Alors, comment tu es arrivée au Tarot de Marseille? Est-ce qu'on peut rapidement parler de ton parcours? Oui, on va en parler. Moi, j'ai fait du droit des affaires. J'avais toujours envie de faire de la voyance, mais c'est un métier qui n'est pas codifié, donc ça reste très mystérieux. J'avais personne dans mon environnement qui pouvait m'aider là-dessus. Par contre, je tire les cartes depuis l'âge de 20 ans, donc ça fait 27 ans que je tire les cartes. Et puis, je crois que dans la vie, on a une responsabilité par rapport à son propre bonheur et qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ma vie professionnelle, qui était plutôt chouette, il manquait quelque chose de pétillant et que, en fait, j'avais envie de faire de la voyance, mais j'avais honte socialement, déjà, d'une part, parce que c'est plus flatteur de dire je suis juriste en droit des affaires que je suis voyante, en tous les cas en société. C'est plus facile, on est moins embêté. Et puis, je ne savais pas comment ça se passait, comment on structure une consultation, comment on prend soin des gens, comment on évite l'accoutumance, enfin les écueils qu'il y a aussi par rapport à cette profession atypique, et puis comment on en fait son métier. Donc, j'ai travaillé pendant le sujet presque 5 ans. J'ai commencé à approcher mon éthique, tout ça. Et puis après, je me suis dit, faut se jeter à l'eau et ça se passe très, très bien. Voilà. Ouais, super, c'est sûr. Et puis alors, ce premier livre-là, on voit qu'il y a de l'expérience, même si c'est un premier livre, on voit que tu connais bien ton sujet. Tu détailles les différentes cartes, tu prends le temps d'expliquer les différents symboles, les couleurs, les postures des cartes. Est-ce qu'on peut en toucher un mot ou est-ce que ça fait partie de ta présentation de ton atelier? Dans mon diaporama, je vous explique tout. D'accord. C'est une présentation point par point. Ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Vous allez juste bien me dire si vous voyez bien. Alors, attendez. Hop. Alors, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Oui. Impeccable. Oui. Donc, ça, c'est le titre. Nickel. Voilà, c'est le titre de mon livre. Bon, déjà, comme l'a dit Julie, je voulais un livre un peu objet, je voulais un livre très illustré, donc je l'ai fait avec une amie. Donc, il y a une histoire d'amitié aussi, qui est Elodie Askensi, qui a mis le livre en valeur. Moi, j'ai mis du temps à être voyante. J'ai toujours pratiqué à côté. J'ai toujours été passionnée en intuition. Et j'ai commencé par la cartomancie et le tarot de Marseille, mais j'ai aussi travaillé de l'intuition sans support pour pouvoir vraiment développer mes techniques. Et donc, le premier livre que j'ai fait, c'est celui-ci. Et j'ai voulu mettre dedans des cartes, les 22 premières cartes. Je vais vous expliquer pourquoi les 22 premières. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tarot, en fait. Et les gens, du coup, quand ils achètent que le livre, mais qu'ils n'ont pas les cartes de base, des fois, moi, c'est pour les néophytes. Ils peuvent être un peu perdus en disant « mais quel tarot je prends ?» Donc, je voulais vraiment coucouner les gens et que les gens se sentent en sécurité et puissent avoir des bons points de repère. Là, la photo, c'est des tirages de cartes que j'ai fait au Crazy Horse, Paris, juste avant le Covid. Alors, la divination, c'est quelque chose, vous le savez, je ne vous apprends rien, qui fait partie de la société depuis des années. C'est quand même un très vieux métier. C'est une pratique qu'on dit occulte, qui va travailler sur tout ce qui est invisible. Et l'idée, c'est de découvrir par différentes techniques. Et là, on va voir une des techniques spécifiquement ce soir avec la cartomancie. Et préparez-vous, prenez le livre, sortez les cartes, prenez des cahiers ou des feuilles. Je vais vous faire travailler et puis je vais échanger avec vous dessus. Mais voilà, on essaye par des moyens dits non rationnels d'obtenir des informations. Alors, on pense toujours à l'avenir, deviner le futur pour la cartomancie, mais pas forcément. On peut aussi avoir des éléments du passé, des éléments du présent. Quand c'est de l'avenir, on parle de précognition. Donc, moi, j'oppose souvent l'intuition, qui est un phénomène très spontané, très instinctif. On parle un peu avec ses tripes et avec son cœur, au raisonnement, qui est quelque chose qui s'appuie sur une logique ou sur une rhétorique. Par exemple, quand j'étais juriste, les 3/4 de mon travail, parce qu'il y a toujours quand même une part d'intuition dans son travail, c'était un raisonnement logique qui allait suivre les règles de l'art, la rhétorique, les textes et puis la jurisprudence. Là, on est dans un domaine qui est très spontané, mais vous allez voir qu'on va mettre quand même des règles, une certaine méthodologie, et à l'intérieur de ce cadre, on va pouvoir explorer
tout son instinct et ça fait beaucoup de bien parce qu'on est dans un monde très contrôlant. On a tous beaucoup de choses à faire. Vous avez tous plein de choses à gérer, j'en suis sûre. Votre vie pro, votre vie perso, etc. Et ça fait du bien d'avoir des fois des activités où on peut se lâcher et être vraiment soi. Alors, les arts divinatoires, vous en connaissez certainement plusieurs. Il y en a qui sont très spontanés, comme la voyance. Il y en a qui sont codifiés. On a la géomancie, le yiking, il y avait les orispices chez les Étrusques, etc. Et la cartomancie est quelque chose qui est codifié, on va le voir, parce qu'il y a des règles à suivre. Donc, la voyance, c'est quelque chose de plutôt naturel et instinctif, c'est un flux naturel. Et la cartomancie, elle est plutôt inductive et analytique. On suit une méthode, et je vais vous dire quelle méthode, moi, je vous ai proposé pour que ce soit simple et fun dans le livre, parce que j'ai beaucoup réfléchi à mon approche. Et une fois qu'on a ces règles-là, même si vous ne vous trouvez pas intuitif, même si ça vous fait un petit peu peur au début, vous allez voir que c'est super facile. Alors, globalement, dans la divination, il y a 2 axes. Il y a la divination sans support, la voyance, donc c'est la personne qui vous regarde et qui a des flashs, vous voyez. Et puis, il y a la divination avec support. Alors, la divination avec support, il y en a beaucoup. On prend toujours un objet qui est souvent proche dans sa culture. Ça peut être les feuilles de thé pour les Anglais, ça peut être le marc de café, ça peut être la boule de cristal. Et puis, naturellement, la cartomancie est née parce que les jeux de cartes faisaient partie du quotidien des gens. Et moi, je vais vous parler ce soir de la taromancie, c'est-à-dire la divination par le tarot, qui fait partie de la cartomancie. C'est une sous-catégorie. Alors, voici la photo de mon livre que vous avez dû recevoir pour la plupart. Avec les petites cartes, je vais vous expliquer pourquoi derrière. Donc, la cartomancie, dans les règles générales, peut se faire avec n'importe quel jeu de cartes. Hein. Des cartes traditionnelles, des oracles aussi. Le tarot se distingue un peu de l'oracle parce que le tarot, il a une structure spécifique. Il a d'une part un nombre de cartes qui doit toujours être le même, qui est 78. Et à l'intérieur de cette structure, on a 22 personnages principaux. C'est ceux sur lesquels on travaille dans mon livre. Et on en a d'autres qu'on appelle les arcanes mineurs. Je vais en reparler plus précisément. Au contraire des oracles, les oracles, c'est aussi des jeux de cartes divinatoires avec des messages, mais il y a moins de contraintes. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus créatif dans l'oracle. C'est souvent, en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui font des oracles, beaucoup d'illustrateurs. Il y a aussi des tatoueurs qui font des oracles super. Et parfois, pas toujours, mais parfois, l'oracle peut être un peu enfermant parce qu'il y a un mot dessus. Et donc, du coup, on a une signification qui est un peu plus, peut-être, contingentée, alors que le tarot, bon, alors je ne suis pas du tout objective, hein, parce que je suis une grande fan du tarot, est beaucoup plus philosophique, beaucoup plus symbolique et va parler à votre inconscient. Donc, pour moi, alors, c'est vraiment mon avis. Hein. Tout ce que je dis ce soir n'engage que moi. Je trouve que le tarot de Marseille, c'est un peu la Rolls-Royce parce qu'il y a un côté un petit peu profond que j'aime beaucoup et pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Alors, l'histoire du tarot, assez rapidement. Alors, sur l'histoire du tarot, sur la sémantique, vous allez trouver quand même des versions très différentes. Je vous en donne quelques-unes, mais vous pouvez en trouver des autres. Il y a la Torah, qui veut dire la loi en hébreu, et il y a aussi la Rota, qui veut dire la roue. Alors, le tarot sera presque le verlan du latin. Et j'aime bien cette notion de roue. Elle me parle en tous les cas beaucoup, parce que vous allez voir qu'il y a des cycles dans le tarot de Marseille. Et ces cycles, c'est un peu les cycles de votre vie et on a envie de savoir où vous en êtes, dans quel cycle et qu'est-ce que vous devez apprendre. Donc, les premières traces de tarot, on les a en 1377 et les premiers jolis tarots qu'on a, c'est en Italie du Nord avec le tarot des Visconti. Je vous conseille d'aller le voir, certainement vous le connaissez, magnifique, doré à leur fin. Malheureusement, il n'est pas présent en entier dans un seul musée, il est un petit peu éparpillé. Et les premières origines seraient en Italie. Alors, j'ai vu récemment qu'il y a un petit peu des batailles d'historiens. Certains disent que c'est né en France, repartir en Italie, revenu. On ne sait pas trop. En tous les cas, les vraies premières traces, rendons à César ce qui revient à César, c'est en Italie du Nord. Alors, au début, ce qu'il faut se dire, c'est que le tarot, c'était vraiment quelque chose de ludique. Hein. Les gens jouaient avec. L'association entre la divination et le tarot, elle est assez récente en fait, elle est à la fin du 18e, d'abord avec Papus qui en a parlé et ensuite avec Paul Marteau. Alors moi, je vous conseille de lire le livre de Paul Marteau qui date de 1930, qui est très accessible et moi, j'aime beaucoup sa façon de parler du tarot de Marseille et c'est ces deux auteurs qui ont permis
au nom tarot de Marseille et aussi à l'imagerie de l'époque d'être véhiculé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tarot de Marseille est connu dans le monde entier et c'est la structure de base de tous les tarots. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 7000 sortes de tarots différents. Donc vous comprenez que j'ai voulu mettre des cartes dans mon livre pour que les gens aient un point de chute. Et c'est l'un des plus utilisés dans le monde. Alors, dans le livre, des livres sur le tarot, vous allez me dire, il y en a plein, il y en a des tonnes, et vous avez raison. Moi, mon positionnement, c'est que j'ai voulu faire un livre de vulgarisation. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un guide pratique dans lequel une personne, même si elle n'a aucune base en cartomancie, même si elle est complètement néophyte, avec l'ésotérisme, elle va se sentir chouchoutée. Parce que moi, j'ai beaucoup de livres sur le tarot. Il y en a des très bien. Si vous voulez quelque chose de très expert, il y a Jarodowski qui est très, très bien. Il y a la méditation sur les arcanes du tarot de chez Aubier qui est fabuleux. Mais c'est vraiment des livres assez complexes. Et du coup, quelqu'un qui est néophyte, quand il le lit, à la fin, il ne sait pas se tirer les cartes. Et moi, c'était cet écueil-là que je voulais éviter. Donc, du coup, j'ai plusieurs techniques dont je vais vous parler. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 78 cartes dans le tarot de Marseille, mais on peut très bien se faire des tirages avec les 22 cartes principales qui sont les plus importantes, soyons honnêtes. C'est vraiment les choses les plus fortes. Donc, dans le livre, je vais parler de l'histoire, de l'interprétation, du contexte de la consultation, comment poser des questions, parce que la façon dont vous allez poser la question va vous amener vers certaines réponses. Et j'ai fait beaucoup de mémos. Si vous avez le livre sous vos yeux et que vous regardez dans les pages de fin, vous allez voir qu'il y a des tableaux de mémos où je fais des petits résumés qui vont vous permettre d'avoir une synthèse. Alors, c'est plutôt un livre pour les débutants, pour apprendre et comprendre les bases. Après, il peut être proposé aussi à quelqu'un de confirmé qui désire avoir quelque chose de complet, parce que je parle aussi du contexte de la consultation qui est propre à la cartomancie. Mais si vous avez quelqu'un qui veut un truc ultra pointu, 3 tonnes de détails, bien évidemment, c'est plutôt les autres livres que j'ai cités qu'il faudra lui recommander. Et l'approche, j'ai essayé de faire quelque chose de très pédagogue et surtout de très bienveillant, parce que pendant des années, la voyance et le tarot étaient un peu relégués à quelque chose de dark. On annonçait des choses un peu difficiles dans la vie, des séparations, des accidents, etc. C'est pas vrai. Le tarot est un excellent outil de boussole intérieure. C'est un super outil de bien-être. Ça peut débloquer des situations. Moi, je ne me tire pas les cartes tous les 4 matins. Par contre, et je peux vous donner des exemples concrets quand on va échanger, ça m'a vraiment aidé à changer une attitude et à débloquer, par exemple, une situation sur des choses très concrètes, très matérielles. Moi, je fais toujours un mix entre la magie et la réalité pour que ce soit quelque chose en prise avec la vie. Alors, le tarot de Marseille, je vous ai mis, je ne sais pas si vous voyez ma nouvelle slide à l'écran, je n'ai pas l'impression. Non, alors, ça y est. Alors, ça, vous voyez, on a des cartes avec des graphismes très anciens qui ne sont pas encore, je vais vous montrer plus tard, celui qu'on a dans mon jeu. Là, la carte avec le squelette qui fait un petit peu peur, c'est une des cartes du tarot de Visconti. Donc, on a 78 cartes, 22 cartes principales, les majeures sur lesquelles on va travailler, et 56 cartes mineures qui s'articulent chacune autour de 4 éléments et thématiques. Les mineurs, ça vous permet d'avoir des détails, d'aller un peu plus en profondeur quand on veut des éléments matériels ou spécifiques. Mais moi, je trouve que quand on veut apprendre le tarot de Marseille, si on commence à apprendre les 78 cartes, c'est énorme et j'ai peur que ça décourage les gens. C'était ça mon parti pris. Je préfère commencer simple et qu'on maîtrise bien et qu'on soit à l'aise. Et ensuite, on évolue et puis on voit ce qui se passe. Alors, voici les cartes qu'on a redessinées, que vous avez, si vous prenez votre livre, en fin de livre, vous avez les 22 cartes. Donc, c'est Nicolas qui les a dessinées. On est parti sur des cartes qui ressemblent qui sont très proches des cartes originales, soit celle de Camoin, qui est un monsieur qui a vulgarisé le tarot de Marseille et qui a presque le même nom de famille que moi, c'est assez drôle, soit celui de Grimaud. Alors, vous pouvez voir, quand vous regardez, là, on a des couleurs primaires, hein, on va en reparler. Je vous ai parlé de cycles. Pourquoi je les ai organisés comme ça? Parce que dans le tarot, on a 3 cycles de 7 cartes. Vous savez que 7 est un chiffre assez magique. Hein.
les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine. C'est un chiffre plein de symbolisme. Et on a notre petit bonhomme, là, le mat, qui est un petit peu… qui peut être soit la carte 0, soit la carte 22, qui est entre deux cycles, qui est vraiment une carte de transition, hein, que j'aime beaucoup. Donc, ce qu'il faut comprendre, pourquoi j'appelle ça la roue de la vie, c'est parce que c'est un chemin philosophique. Quand vous regardez les cartes, vous vous dites, il y a plein de personnages, ils ont l'air d'être différents, ils ont l'air de vivre des choses différentes, et pourtant, chacune de ces cartes vous représente. Elle vous représente juste un moment différent de votre vie. Vous savez bien que même dans une même journée, vous allez montrer différentes facettes. Vous pouvez être très sérieuse dans le cadre de travail, vous pouvez être avec des amis, vos enfants être hyper spontanés, drôles, un peu adolescents, etc. Et pourtant, c'est vous. Donc déjà, les différentes facettes de ces personnages, comprenez que tout ça, c'est vous. C'est vous quand vous avez la pêche, c'est vous quand vous êtes ronchonchon, c'est vous quand vous trouvez des solutions, c'est vous quand vous ressassez trop puis que vous vous bloquez un petit peu tout seul. Tout ça, c'est nous, et c'est nous comme un kaléidoscope avec toutes nos facettes, nos beautés, nos avantages et un petit peu nos défauts aussi, il faut bien le dire. C'est un symbolisme qui est assez universel, hein. Même s'il y a quand même des éléments un peu judéo-chrétiens dans ce jeu, on a quand même quelque chose de très universel qui peut parler à tout le monde. D'ailleurs, il y a une très belle légende sur l'origine du tarot qu'on ne peut pas vérifier, mais que je trouve très belle. C'est l'idée que différents sages de différentes religions avaient envie de transmettre un message d'évolution philosophique. Et ils se sont dit, ça va être compliqué parce qu'on a tous des langues différentes, on a tous des religions différentes, alors le message ne va pas passer. Et quelqu'un a dit, si on prenait les dessins, le dessin, c'est quelque chose d'universel, ça va parler à tout le monde. Alors les sages se sont dit, oh, c'est une super idée, on va faire des dessins. Et puis quelqu'un a dit, oh, mais tu sais, les hommes quand même, ils sont pleins de vices, ils vont très vite oublier ce message philosophique, je n'ai pas trop confiance dans ces gens-là. Et quelqu'un a dit, j'ai une idée, les hommes, ils ont le vice du jeu. Donc si on met ces dessins sur un jeu, comme ils auront toujours envie de jouer, ce jeu va se perpétuer au fil du temps. Et ça, c'est une histoire que je trouve très, très belle. Alors, si on prend très rapidement et on va aller dans le détail, parce que je vois l'heure qui tourne malheureusement, le premier petit bonhomme, prenez la carte avec vous si vous l'avez, s'il vous plaît. C'est la carte 1. Les 2 premières cartes, elles sont intéressantes, on va se pencher dessus. C'est le battleur. Je ne vous en dis pas trop pour le moment, mais c'est quelqu'un qui débute, qui est assez jeune, etc. La carte, elle vous demande d'apprendre une expérience de vie. Je vous dirai laquelle tout à l'heure. Et une fois que vous avez appris l'expérience de vie, vous devenez la carte numéro 2. Et quand vous mettez côte à côte le battleur et la papesse, dire on a 2 salles, 2 ambiances. Si on fait une soirée, on va peut-être inviter le battleur. Je ne sais pas trop si on aurait envie d'inviter la papesse. Pourtant, c'est vous. Vous avez appris l'expérience de la carte numéro 1. Maintenant, on vous demande d'apprendre l'expérience de la carte numéro 2. Et quand vous l'aurez appris, vous deviendrez la carte numéro 3 et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce soit un homme, c'est vous. C'est une femme, la carte, c'est vous. C'est un animal, c'est vous. C'est un jeune, c'est vous. C'est un vieux, c'est vous. D'accord? Donc, c'est vraiment vous dans vos différentes étapes de vie. Et ces 3 lignes, excuse-moi, je t'interromps une seconde, mais ça correspond à du coup, 3 étapes de la vie, avec un peu le début de la vie, l'adolescence en première ligne, et puis après, enfin, comment ça se passe? Il y a une notion de maturité. Moi, je pense qu'après aussi, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que les gens vont traverser ces cycles-là avec des rythmes différents, parce que si tu n'as pas envie, tu sais, d'avancer dans ta vie, tu vas être bloqué sur une carte, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ne vont pas avancer. Si tu as vraiment envie de te dépasser, d'avancer, tu vas faire tout le cycle et après, tu vas repasser. Moi, je pense qu'on fait plusieurs fois le cycle dans sa vie. Par contre, ce qu'on peut voir quand vous regardez ça, c'est que les derniers personnages sur les dernières lunes, donc c'est ceux qui ont déjà appris plein de trucs, hein, ils n'ont plus de vêtements. Au début, ils sont hyper couverts. À la fin, on dirait un camp de naturistes, là. On est tranquille. Ah, ça me serre trop le ventre ou ça me serre trop les genoux. J'enlève mes vêtements. Pourquoi? Parce qu'à la fin, la personne est tellement à l'aise avec ce qu'elle est. Elle est tellement à l'aise avec son identité qu'elle n'a plus besoin de se cacher derrière. Et elle n'a plus besoin de se cacher quand elle est seule, comme l'étoile qu'on voit, mais elle n'a plus besoin de se cacher quand elle est à plusieurs, comme on voit dans le soleil ou dans le jugement. Donc, pour moi, c'est vraiment une quête identitaire et il y a des gens qui avancent très vite sur ces cycles-là et d'autres moins. D'accord, c'est très clair. Voilà. Alors,
globalement, dans la cartomancie, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous attire si ça vous attire? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous semble difficile? Vous pouvez mettre des choses en commentaire si vous le désirez. Je les vois sur mon deuxième écran. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut poser comme question à un tarot? Alors, globalement, les gens pensent que quand on vient me consulter en séance de voyance ou de cartomancie, ça va être que des questions d'amour. C'est pas vrai. Vous voulez obtenir un prêt immobilier, vous pouvez venir. Les questions immobilières, j'adore ça. Comment préparer? Hier, j'ai une dame, une chercheuse médicale qui devait préparer des projets d'ampleur internationale à des labos. On voyait à chaque fois comment s'associer avec un partenaire. Est-ce que c'est le bon moment pour montrer un cabinet d'avocats? Voilà le type de questions que j'ai en taromancie auxquelles on peut répondre. Alors, la question, avec une petite photo de chez moi, ça c'est mon petit hôtel pour me concentrer. Est-ce que tout le monde peut tirer les cartes? Si on vous pose la question en librairie, oui. Moi, clairement, je pense que oui. J'avais des facultés peut-être un peu intuitives, un peu supérieures à la normale parce que j'ai eu des flashs tôt, mais je vais être honnête, moi, ça a été beaucoup de travail. Je tire les cartes tout le temps et bon, j'adore ça. Donc oui, on peut apprendre. Moi, je trouve que ça prend du temps. Ce n'est pas difficile, mais il faut répéter, il faut se tirer les cartes, il faut tirer les cartes à des amis, il faut leur demander du feedback parce qu'il n'y a que le feedback qui va vous faire comprendre ce que vous avez eu de bon ou de faux. Et il faut bien se détendre en disant on ne peut pas avoir 100% des réponses. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le passé et le présent sont écrits, mais pas le futur. Le futur, il y a toujours plusieurs futurs possibles. Donc, ça bouge quand même. Et surtout, quand on tire les cartes, même si on le fait de manière ludique, entre amis, etc., s'il vous plaît, ayez une éthique, soyez bienveillants, attention à ce que vous dites, mais à l'instar de ce qui se passerait si une amie vous proposerait des questions sur une situation qui est un peu difficile. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à bien poser les questions. Par exemple, moi, je conseille de faire des tournures positives. Si la question elle est trop complexe, on la découpe et on fait plusieurs tirages par question. Mais par exemple, quand quelqu'un me dit, alors on va prendre un tirage, par exemple, me dit, voilà, ça ne se passe pas bien au travail, est-ce que je vais me faire virer? C'est une question à laquelle je ne réponds pas. Je vais faire d'abord une première question, un constat, comment ça se passe aujourd'hui au travail, pour qu'on vérifie aussi si la perception de la personne et ce qui se passe, c'est le bon truc. Après, on va peut-être faire un tirage du genre, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux au travail? Vous voyez, c'est très important. Le tarot peut faire que ce qu'on lui demande. Question foireuse, réponse foireuse. Oui, c'est ce que dit Catherine dans le chat. Elle dit, est-ce qu'on peut poser une question pour résoudre un problème? Effectivement, la façon dont le problème est abordé, avancé, va changer le tirage en fait. Et là, du coup, c'est quand même ton rôle, c'est quand même le rôle du cartomancien que de recadrer un peu la question pour emmener vraiment sur la réponse la plus intéressante, la plus constructive en tout cas. Tout à fait, Julie. Moi, je pense que quand je suis en consultation, mon travail, c'est la conduite de l'entretien. Une partie de mon travail, c'est la conduite de l'entretien. La personne, elle est entre mes mains. Voilà. Et bon, après, j'ai fait de la relation d'aide aussi. J'ai fait une thérapie à titre personnel. J'ai fait de la sophrologie. Mais voilà, c'est important d'aider la personne. Et je vous donne dans le livre, il y a un chapitre sur les questions. Et je vous donne des exemples de questions. C'est au début, c'est vers les pages 50. Si vous 50, avec des exemples de questions et de tournures pour vous aider parce qu'au début, ce n'est pas évident. Alors, on va commencer à travailler légèrement. Il faut que je me dépêche parce que je vois que le temps file. Alors, prenez la première carte. Prenez avec vous la carte du battleur, s'il vous plaît. La carte numéro 1. Merci Julie de la montrer à l'écran, c'est adorable. Alors, ah bon, c'est pas la bonne. Attends. Non, c'est le monde. Oh, je t'ai montré la dernière. C'est pour voir si je suivais. Bravo, Julie. Exactement. Alors, moi, mon conseil, quand vous voulez vraiment bien apprendre une carte, la base, c'est d'abord de fermer mon livre. Je suis désolée, mais vous prenez d'abord ma carte, vous fermez le livre, vous regardez ce personnage, vous prenez une feuille ou un carnet de tarot, si vous voulez, un cahier que vous allez dédier à ça, et vous vous dites, c'est quoi mon ressenti quand je regarde ce personnage? Par exemple, si vous étiez dans une soirée et que le battleur, il venait à la soirée, qu'est-ce que vous vous diriez de lui? Est-ce qu'il a la pêche? Est-ce qu'il n'a pas la pêche? C'est quoi ses qualités? C'est quoi ses défauts?
Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je pourrais travailler? Oui, non, pourquoi? Toujours comme si on allait à la rencontre du personnage. Et pourquoi je veux vous faire ça? Parce qu'on a parlé quand même de l'instinct tout à l'heure dans l'intuition. Et moi, je veux quand même vous faire sortir un peu vos tripes et votre créativité pour que vous ayez un ressenti par rapport à cette carte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez bien la mémoriser. Pour l'interprétation, vous aurez toujours mon livre avec vous que vous pourrez consulter, mais l'idée, c'est que vous la représentiez. Ensuite, vous pouvez identifier si c'était quelqu'un qui travaillait, à votre avis, quel métier il ferait, le battleur? Vous voyez, il faut vous poser des questions comme ça. Quel métier il ferait? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise dans son métier? Est-ce que c'est quelqu'un qui est confirmé dans son métier ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est attentif? Il y a toutes ces questions-là. Et ensuite, la dernière phase, c'est l'observation. C'est quoi les couleurs? Qu'est-ce qu'on trouve comme objet? Est-ce que c'est bien normal? Là, vous regardez, il y a une table. Il y a une théière. Il y a une théière. Alors, il est comme nous, il a reçu le colis aussi pour la soirée, manifestement. Il lui manque les chips. Il y a les petites chips dessus, là. Oui. Il a reçu le colis. Par contre, il n'y a que 3 pieds à sa table. Oui, manifestement, vous avez raison, Laurence, il a beaucoup d'outils. Alors, il a beaucoup d'outils. Alors, les outils qu'il a sur la table, c'est un rappel aux 4 thématiques des arcanes mineurs. Les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses compétences. Par contre, est-ce qu'il va les utiliser? On ne sait pas. On n'en est pas encore là. Mais en tous les cas, il a tout un potentiel devant lui. Et sa table, elle a 3 pieds. Alors 3, vous savez qu'en physique, c'est la base de l'équilibre, mais nos tables, elles ont 4 pieds. C'est un début d'équilibre, mais on n'est pas encore dans un équilibre consolidé. On est quand même, c'est un newbie, hein, c'est quand même un débutant, notre petit battleur. Bah, ça y est, excusez-moi, j'avais oublié que je l'avais mise sur l'autre slide. Merci beaucoup, Julie. Hein, Laurence se dit, voilà, il est en train d'apprendre peut-être. Exactement. Alors, en fait, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir sur le battleur, c'est l'apprentissage par le jeu. D'accord? Et quand vous avez un enfant, que ce soit les vôtres ou ceux de proches, vous commencez à jouer pour leur faire apprendre les formes, les couleurs, ce qu'il faut toucher, pas toucher. Le battleur, c'est pareil. Alors, quand on a ça sur un nouveau projet, c'est super parce que ça veut dire que vous pouvez partir un peu de naïveté, avec de la naïveté. C'est la chance du débutant. Il faut y aller. On est plutôt sur les potentiels. Par contre, par exemple, si vous cherchez à vous associer dans votre travail et que vous avez besoin de quelqu'un de confirmé, d'experts sur qui vous pouvez complètement vous appuyer et que vous dites, bah tiens, j'ai reçu quelqu'un, quelle est sa personnalité, que vous tombez sur le battleur, bah, si vous voulez quelqu'un de confirmé, ce n'est pas la bonne carte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura d'autres qualités. Mais si la question, c'est est-ce que c'est la bonne personne pour moi, sachant que vous voulez quelqu'un de confirmé et que vous tirez le battleur, bah non, d'accord? Voilà, vous me dites si c'est clair, hein, je vois sur… Alors, je vous montre comment c'est présenté dans le livre. Il y a toujours la même structure. J'ai toujours un premier texte qui est ce que je vous disais. Bah, si on rencontrait un peu le battleur en soirée, qu'est-ce qui se passerait? Ensuite, on est sur la phase d'observation. Je parle du chiffre, je vais vous en reparler. Son nom, pourquoi il a ce nom-là. Sa posture, je vais vous en reparler. Le personnage, s'il est debout ou assis, ce n'est pas pareil. Vous voyez bien, quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un d'actif, qui est dans l'action. On vous demande d'être dans l'action. D'ailleurs, les chiffres impairs sont des chiffres d'action. Merci beaucoup. Et si le personnage il est assis, ça veut dire qu'on vous demande d'être dans une phase de réflexion. Si vous vous dites, par exemple, dans mon projet, en ce moment professionnel, quelle doit être mon attitude et que vous tirez le battleur, vous devez être proactif. Si vous tirez la papesse, qui est la carte suivante, attention, on est dans une phase de réflexion. On doit aller chercher d'autres détails, on n'est pas encore dans l'action. Donc, vous voyez que quand vous avez un problème, pour répondre à ce que disait, je ne sais plus, je crois que c'est Catherine plus haut, oui, on peut avoir des réponses à des problématiques avec quelque chose de très, très clair. Ensuite, à chaque fois, donc là, on fait mes petits tableaux de synthèse. Vous allez voir que j'aime les tableaux de synthèse. Et par exemple, si vous vous dites, je ne sais pas, j'ai un date et puis je veux savoir la personne un peu à l'avance, quelles vont être ses qualités ou ses défauts, ben, vous tirez le battleur, vous aurez. Alors peut-être que dans les qualités, ce sera quelqu'un de bonne compagnie, très dynamique, avec beaucoup d'initiatives, mais peut-être pas quelqu'un de très stable, ça peut être quelqu'un d'un petit peu joueur. Donc, à chaque fois, je vous ai mis différentes catégories, personnalité, qualité, défaut, activité professionnelle, finance, santé, amour. Moi, je vous conseille au début de ne pas tout apprendre.
Vraiment, apprenez un tout petit peu. Dès que vous êtes à l'aise, même si c'est 2 phrases dessus, apprenez les 2 phrases. Et quand vous êtes à l'aise, vous allez rajouter des couches. Moi, j'ai voulu vous faire quelque chose de complet, mais on n'a absolument pas besoin d'apprendre tous les éléments pour commencer à se tirer les cartes. Hein. Alors, bon, là, c'était avec la papesse, mais je vais aller un peu vite parce que… Alors oui, parce que Céline, tu sais, il nous reste un tout petit quart d'heure. Tu voulais faire aussi un peu… J'arrive à 5 minutes et c'est bon. Oui. Donc, juste pour vous montrer, je vous ai mis quelque chose sur la numérologie, vous regarderez dans le livre. Retenez juste, ça c'est très important, que les chiffres impairs sont des chiffres actifs où on vous demande d'aller de l'avant. Les chiffres pairs, on est dans quelque chose de réceptif. Les couleurs, elles sont importantes, on va passer vite dessus, mais je vous explique dans le livre exactement ce que c'est. Je vois une question. Dans quelle situation pensez-vous qu'il n'est pas conseillé ou pas éthique de faire un tirage? Si la personne n'est pas stable psychologiquement, je ne le fais pas. Moi, je ne fais pas les questions de santé grave, cancer, tout ça. Et si la personne, vous voyez qu'elle passe son temps à consulter, pour moi, je dis non. Mais moi, je suis assez dure en consultation, hein, parce qu'on voit les attitudes des gens, en fait, avec les cartes très bien. Donc, voilà, si quelqu'un, par exemple, s'est fait tirer les cartes et puis n'a pas agi dans sa vie, il ne faut pas lui retirer les cartes. Hein. À propos d'une personne non présente, oui, on peut tirer les cartes à propos de quelqu'un qui n'est pas présent. C'est toujours comme ça, d'ailleurs. Hein. Est-ce que quelqu'un est amoureux de moi? Est-ce que mon responsable a une bonne opinion de moi? Donc, ça, c'est mon tableau récapitulatif sur les couleurs primaires présentes dans le jeu. On se dépêche. Les postures, je vous explique tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont debout, assis, la tête en bas, le corps vers la droite, le corps vers la gauche. Je ne traite pas des mineurs, mais je donne une petite astuce, une petite base, peut-être pour un deuxième livre, si les gens du Lotus m'entendent. Sur les mineurs, il y a quelque chose de très simple. C'est que on a 4 catégories, bâton, épée, denier. Par exemple, si on prend le bâton, c'est tout ce qui est projet professionnel et réalisation matérielle. Si vous tirez le 1 du bâton, vous faites le mix entre la thématique et ce que je vous ai mis sur la numérologie, c'est un début d'un projet professionnel. Alors, les méthodes de tirage. Mon parti pris dans le livre. Quand on prend un livre sur le tarot, en général, le tirage dont on parle, c'est le tirage en croix. Le tirage en croix, c'est 5 cartes. C'est hyper compliqué d'entrée de jeu. Je vais vous faire un tirage avec une seule carte. Vous allez voir que c'est très facile. Donc, dans le livre, j'ai voulu faire quelque chose de plus facile que ce que moi, je trouvais qu'il y avait sur le marché. Je commence à faire un chapitre sur les tirages avec une seule carte. C'est ce qu'on va faire. Parce que mon objectif pédagogique, c'est de commencer à comprendre, à interpréter les cartes. Tant qu'on n'a pas passé cette étape, moi, je trouve que ça ne sert à rien de se compliquer la tâche. Une fois qu'on est à l'aise avec l'interprétation des cartes, on peut faire des tirages avec 2 cartes. Et là, mon objectif, c'est de vous apprendre à associer les cartes entre elles. Après, on peut faire des tirages multiples, 3 cartes, 12 cartes pour l'année, 7 cartes pour la semaine, si vous voulez. Là, on rajoute de la complexité. Et j'ai fait un dernier chapitre pour aider les gens à créer leur propre tirage, pour qu'ils puissent mettre leur propre créativité dans cet art qui a besoin de vivre et qui franchit les âges. Alors, on va vous faire travailler. On va faire un tirage à une seule carte. Hop, alors c'est comme ça le tirage en croix. Hein. Vous le verrez dans le livre. Attendez, hop. Je vois que ça défile avec un petit peu de… Voilà, le tirage en croix, c'est ça. Hein. Avant de tirer les cartes, est-ce qu'il faut battre les cartes? Est-ce qu'il faut les activer, les purifier Alors, ça dépend des gens. Moi je ne fais pas trop ça. Moi, j'arrive très vite à me concentrer et à rentrer dedans. Moi, je trouve que c'est toujours important quand même de poser une intention pour rendre le moment un peu sacré. Puis, voilà, je trouve que c'est toujours quelque chose d'important. On dit qu'il ne faut jamais prêter son jeu de tarot, c'est vrai? Moi, je pense qu'on peut prêter, mais moi, je n'aime pas du tout qu'on touche mes cartes. Hein. Même les consultants, ils ne touchent pas. Ils gardent leurs mains, je garde les miennes. Ça se passe très bien comme ça. Ils ne touchent pas les cartes. Je le faisais au début, puis j'aime… Mais c'est un peu maniaque, hein, je pense. Je ne sais pas si c'est… Je préfère qu'il y ait mes énergies, que ce soit à moi. Enfin, bon, bref. Et puis, des fois, vous savez, moi, quand j'allais voir des voyantes avant, quand je tirais les cartes, j'étais très stressée parce que je me disais, Céline, tu vas tirer les mauvaises cartes et elle va t'annoncer quelque chose de mauvais. Alors que je trouve que quand, du coup, c'est le cartomancien qui prend ça en charge,
j'ai l'impression que psychologiquement, c'est plus bienveillant pour la personne. Alors moi, quand je commençais mes tirages, je vous conseille de bien écrire. Moi, je me fais une marge à droite et à gauche. Surtout, laissez une marge à droite ou après pour mettre du feedback, c'est important. Écrivez votre question parce que la formulation est importante. Notez tout ce qui vous vient, même ce qu'on appelle de la réification, même si ça vous semble un peu débile. La date et l'heure aussi. Pardon? La date et l'heure. Exactement. Alors, on va peut-être faire cet exercice-là. Je vais vous demander de prendre de quoi écrire, de prendre votre jeu de cartes et de penser à comment va se passer ma semaine prochaine. Donc, à partir de lundi prochain. Vous mélangez et vous tirez une carte. Il faut couper? Non. Vous mélangez, vous en tirez une. Par contre, vous vous concentrez bien sur qu'est-ce qui va se passer pour moi la semaine prochaine. Une fois que vous avez pris votre carte, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour écrire tout ce qui vous vient spontanément. Et puis après, j'aimerais bien qu'une ou 2 personnes acceptent de parler avec moi et vous me dites ce que votre ressenti par rapport à cette carte. L'idée, ce n'est pas d'avoir la signification juste, hein. C'est de me dire quel va être votre ressenti et puis moi, je vous guide en vous expliquant des choses complémentaires. Est-ce que tout le monde est partant pour ce jeu? Allez, lâchez-vous, c'est maintenant. On a un petit quart d'heure. Donc, prenez bien 2-3 minutes. On a Stéphanie qui veut jouer avec nous. Ah, super. Alors, d'abord, prenez bien ce qui vous vient spontanément. Et après, si vous voulez, vous vous aidez du livre. Mais s'il vous plaît, dans un deuxième temps, moi, si vous voulez rester que sur votre ressenti, ça m'irait très, très bien. C'est mieux pour ce soir, je pense. Ouais, c'est mieux. Ne prenez pas le livre. Non. Alors, on a Stéphanie, Célia et Bernadette. Ah ah. Alors, du coup, vous allumez votre caméra. Peut-être on commence par Stéphanie. Vous allumez votre caméra, votre micro. Et puis, vous donnez votre interprétation et vous nous montrez votre carte. On peut faire ça? Oui. Super. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Alors, la carte que j'ai eue, Alexandre, c'est la roue de la fortune. Alors, moi aussi. Alors, que les roues de la fortune lèvent la main. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, Stéphanie? Enchantée déjà? Enchantée. Désolée, mon fils tape dans la caméra. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, la roue de la fortune, pour votre semaine? Eh ben, ça me laisse bien dans le flou, même si j'ai ma petite idée de ce que ça peut m'évoquer. Alors, c'est quoi votre petite idée? Lâchez-vous, hein, on est… Alors, Alexandre, en fait, la semaine prochaine, je dois avoir une réponse pour mon prêt immobilier, justement. Alors, voilà. Alors, à votre avis, ça va être comme de la chance, comme oui, moi, ce qui me vient, c'est la chance. Donc, on va voir. Alors, la roue de la fortune, c'est souvent… alors, il y aura certainement des imprévus dans votre semaine. On ne va pas se centrer que sur votre prêt. Je vais en parler. Il y aura certainement plein d'imprévus. Vous allez prévoir des choses. Ça ne va pas se passer comme prévu, etc. Mais globalement, on tourne sur ses pattes. Mais ça sera un peu sport. Il faut être tonique. D'accord? Vous n'allez pas vous ennuyer. Sur le prêt immobilier, pour moi, ça passe, mais c'est bizarre. C'est comme si c'est un peu juste, mais ça passe au final. Oui, c'est comme s'il y avait un élément. Ça. Voilà. C'est comme s'il y avait un élément qui allait peser en votre faveur dans le crédit, mais qui n'est pas l'élément auquel vous pensiez. Vous me direz, quand vous aurez le feedback, c'est toujours intéressant. Il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, la roue de la fortune, vous êtes les 3 personnages, hein, vous vous rappelez? Oui. Vous êtes un peu en haut, à l'aise. Le personnage du haut, il est à l'aise. Il a la tête à l'envers. Il est dégoûté, etc. Donc, il y a toujours ce cycle-là. Donc, ça va être assez speed. C'est beaucoup d'interventions, de choses de l'extérieur. Voilà, mais c'est speed, mais gérable. J'y suis, je regarde les gens. Voilà, speed, mais gérable. D'accord. Voilà pour vous, Stéphanie. Si quelqu'un vous merci beaucoup. Je vous en prie, bisous au bébé.
Je transmets. Merci. Bisous bébé. Ah oui, il est trop mignon. C'était super de nous faire partager ce moment-là. J'adore. On avait Célia qui a tiré l'empereur. Célia, Oui, vous je voulez suis prendre la là. parole? on vous voit pas, Célia. Oui, On vous entend, on on vous voit voit entier. pas. Eh ben, j'arrive pas à mettre ma caméra, je sais pas pourquoi elle ne veut pas. Ah si, c'est bon. Voilà, c'est bon. Super. Bonjour Célia, enchantée. Alors, Bonjour. l'empereur, qu'est-ce que ça Oui. vous évoque? Ben, sur le coup, ça m'évoquait le fait de regarder vers le passé, et d'avoir une position un peu de nonchalance et d'avoir en même temps un certain pouvoir peut-être sur ce qui peut se passer. Alors, c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'en fait, l'empereur, selon les versions, il est à droite ou à gauche. Et c'est vrai que quand il est comme ça, Ouais. c'est plutôt quelqu'un qui est tourné vers le passé. Moi, je trouve que la vraie version, ça serait dans l'autre sens. Mais si vous voulez, c'est quelqu'un qui est hyper relax. Alors, vous pouvez faire votre semaine complètement en confiance, Célia. Vous allez bénéficier de vos acquis. Il y a une forme d'assurance. Le flux naturel des choses va vous être favorable. Vous pouvez verrouiller des mécaniques, Célia. On est sur une semaine et on est quand même, pour moi, l'empereur, on est sur quelque chose qui stabilise, on est sur quelque chose de long terme. Donc, on est vraiment sur un truc de construction de sa vie. On est sur quelque chose, mais à la cool. Il peut bénéficier des fruits de ce qu'il a fait. Vous allez voir, il est debout, mais il est à moitié assis. Il a la même posture de jambe que le pendu, qui est une carte statique. Il est vraiment dans l'entre-deux, celui-ci. C'est comme s'il essaye d'impressionner, mais il est cool. Il est actif, mais pas trop. Vous voyez, donc c'est vraiment une semaine, ça va être à la cool. Les doigts, finger in the nose, Célia. Parfait, ça me va. Super, merci. J'avais envie de donner la parole à Carole Jamin, qui a tiré la même carte que Johanna, le soleil. Comme Ouais. a priori le temps va se dégrader la semaine prochaine, quand même, dis-nous un petit rayon de soleil quand même. Carole, est-ce que vous voulez prendre la parole? Ou alors Johanna? Allez, lâchez-vous. Montrez-vous. On ne vous entend pas. Johanna, on voit votre petit message, mais on ne vous entend pas. Alors, On a perdu Johanna? je crois que oui. Je ne sais pas si elle nous entend, Johanna. Sinon, laissez-nous un petit message. Il y avait d'autres personnes. Il y a Carole aussi qui… Ah, c'est son Non, son mon qui son fonctionne pas, oui. Ah, dommage. Vous voulez que je parle du soleil quand même? Il y a Carole aussi qui l'a tiré. Alors, le Oui. soleil, on est sur une super carte. Je vais vous la montrer. Enfin, bon, c'est une carte vraiment… on va avoir la pêche, beaucoup d'interactions avec les autres. C'est une interaction très spontanée. On va avoir des communications très apaisantes, très naturelles, etc. Si vous avez des négociations ou des choses à faire, des discussions pro cette semaine-là, ça va être absolument génial. Et on est avec une super belle énergie. Donc, au niveau de la santé, on est dans quelque chose où on irradie. Puis, on a l'impression que les gens nous comprennent spontanément. Donc, avec cette carte, pour moi, on a aussi beaucoup la sensation d'être à sa place, au bon endroit, au bon moment, dans une vraie carte d'harmonie. Alors, quand on tire ça sur l'amour, chouette. Hein. L'amoureux, ce n'est pas une carte d'amour, hein, c'est une carte de choix. Celle-ci, elle est top. Le pape ou ça sur l'amour, jackpot. Ouais, donc c'est une super bonne nouvelle. Elle est aussi belle qu'elle en a l'air. On a Gaspard qui était inquiet parce qu'il a tiré le diable. Alors, Gaspard, Gaspard, c'est intéressant. Vous voulez intervenir, Gaspard? Gaspard Vidal. Je cherche mon diable, du coup. Parce que c'est vrai que c'est une carte qui peut, avec la lame 13, qui peut faire un peu peur. Gaspard, vous êtes encore là? Vous voulez intervenir? Johanna, elle n'avait pas de son. Et ok. Ouais. Gaspard, il n'a pas de micro. Alors, je vais parler pour vous, Gaspard, que vous ne vous inquiétez pas. Alors, il ne va pas falloir vous chercher des noises cette semaine, Gaspard, parce que ça va fuser. Hein. C'est une carte qui est très instinctive. C'est vraiment l'animal qui est en nous. Alors, en défaut, ça va vous dire ne vous énervez pas trop cette semaine. Mais en qualité, parce qu'il y a quand même des qualités sur cette carte, c'est vrai, qui est un peu complexe ici. Alors, vous êtes les trois personnages. Vous êtes les personnages en esclavage et vous êtes celui-ci, je vais vous dire. Du coup, ça veut dire aussi en qualité
il faut aller de l'avant, il faut prendre sa partie instinctive, il faut prendre la créativité. Par exemple, si à un moment donné, vous êtes trop éteint dans votre travail, etc., et que vous tirez le diable, on va vous dire, mais mince, quoi, qu'est-ce que vous avez envie de faire, quoi? Faites-le. Donc, on ne s'énerve pas. Alors, quand on tire ça, souvent, alors je ne sais pas pour vous, Gaspard, je ne vais pas parler pour vous, mais c'est aussi une semaine de passion et de sexualité manifestement satisfaisante. Hein, on est sur des trucs 50 nuances degrés, quoi, très clairement. Voilà. C'est aussi une carte qui nous dit que s'il y a des choses ou des gens toxiques dans votre environnement, coupez les liens parce que ce personnage, il a aussi une épée et des ailes. Donc, il peut se défaire des liens toxiques. Donc, soyez vous-même et ne vous laissez pas embêter, mais ne soyez pas trop brusque non plus, Gaspard, cette semaine. Alors, je vois que Aurélia a tiré la carte de la mort et qu'elle n'a pas de micro et pas de caméra et qu'elle serait intéressée. Pareil, on est sur une carte qui est pas facile, la mort, que j'aime beaucoup. J'ai fait un focus dans le livre sur la mort. Je ne sais plus quelle page c'est, mais alors, la mort, elle fait peur. Pourquoi? Parce que c'est un squelette et qu'elle s'appelle la mort. D'ailleurs, vous verrez, il n'y a pas le nom. On l'appelle plutôt l'arcane sans nom. Elle a un nombre. Voilà, merci beaucoup, Julie. Elle a un nom, mais on ne met pas le nom pour ne pas faire peur. Alors, cette carte ne représente pas la mort. Les personnages, tous les personnages du tarot, ils ont une peau, en fait. Hein. Ils sont charnels. L'idée, c'est que la peau va représenter un peu le côté superficielle, l'apparence. Ce personnage a arraché son enveloppe charnelle pour revenir à l'essentiel. Donc, ça va vous dire cette semaine, pas d'éparpillement. On s'occupe on priorise à mort. On s'occupe que de ce qui est essentiel. On peut envoyer paître aussi, pas de souci avec cette carte-là, parce que le sol, il est noir. Le noir, c'est la transformation. C'est pour ça que les ados, quand ils cherchent un peu, souvent ils s'habillent tout en noir, etc. C'est la carte de la transformation. Et comme l'a dit justement, je ne sais plus si c'était Célia, si le personnage est tourné à gauche, il est vers le passé, et celui-ci, il est tourné vers la droite. Donc, ce n'est pas une vraie mort physique, puisque c'est un personnage qui va de l'avant. Il a une faux, il est active, il coupe les entraves qui l'embêtent dans la vie, qui l'empêchent d'avancer. Donc, cette carte va vous dire qu'à mon avis, vous allez super avancer dans votre vie cette semaine. Ça va aller vite et surtout, vous allez être déterminé. Moi, s'il y avait un mot-clé à vous donner, c'est soyez assertif cette semaine. Eh bien, super. On avait pas mal de monde qui a eu la tempérance. Pardon, alors, la tempérance, elle est assez difficile à distinguer de l'étoile. C'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup. La tempérance et l'étoile. La tempérance, c'est une carte de communication. Donc, on va beaucoup communiquer. C'est une communication en douceur. On est plutôt dans de la conciliation. Moi, je dis toujours, quand il y a de la tempérance, ne retenez pas trop ce que vous avez à dire non plus, parce que je trouve que des fois, son espèce de petit foulard, vous voyez, la retient un petit peu. Alors, c'est souvent des conversation, je trouve, plus liée à sa place sociale, etc., puisqu'on a un foulard qui est jaune. Et il y a un bon équilibre entre le bleu et le rouge dans cette carte, donc entre le matériel et le spirituel. Donc, vous allez peut-être mettre des gens en lien, vous allez certainement trouver des solutions. Et on est dans quelque chose de très en douceur et de très dans le mental. D'accord. On a fait pas mal un bon petit tour. Le chariot, on en a parlé au tout début. Non, on n'en a pas parlé, pas beaucoup, le chariot. Alors, le chariot, c'est une semaine hyper tonique et on termine un cycle avec le chariot. On a parlé du chiffre 7 tout à l'heure. Le chariot qu'on a ici, vous avez vu, ils ont tous un âge. Des fois, ils sont jeunes, des fois, ils sont vieux. Ce personnage est super bien habillé. Et puis, pour son jeune âge, il a quand même une super bagnole. Il a un super beau chariot. Donc, c'est une carte qui vous dit... il faut aller de l'avant, donc comme elle vous dit, il faut aller de l'avant comme la mort, mais surtout, vous pouvez prendre un job un peu au-dessus de vos capacités. Vous pouvez avoir du culot. Il y a un peu de l'audace. On nous montre quelqu'un d'un peu de prétentieux à bon escient. C'est-à-dire que pour passer le cap supérieur, il faut vraiment sortir de sa zone de confort, du genre, OK, je ne sais pas tout faire, mais j'y vais. Donc, c'est une carte de mouvement. On vous demande de foncer. On va vous donner en recommandation, pas d'éparpillement, pareil, parce que vous allez voir, il y a 2 chevaux ici, mais en fait, il y en a un qui va à droite, l'autre à gauche. Donc, si ils vont à droite et à gauche, votre chariot, il a beau avoir des roues, il ne va pas avancer. Donc, si vous vous canalisez, vous allez faire une super semaine. Si vous éparpillez, vous allez sortir épuisé.
Bon Les deux conseil. cartes qui ont sauté du paquet, Émilie, en faisant le tirage, les amoureux et l'étoile. Alors, quand il y en a deux qui sortent, moi, je trouve que c'est un message. Et même si c'est un tirage à une carte, moi, je garderais les deux cartes parce que je trouve que les cartes ont le droit de parler aussi. L'amoureux, c'est le choix. C'est écouter son cœur. Donc, c'est le seul personnage du tarot qui n'a pas d'aide. Hein. Il n'a pas de bouclier, il n'a pas de siège. Il est un peu tout seul, ce pauvre type. Puis, il y a deux femmes qui essayent de le séduire. Puis, Cupidon qui est au-dessus. Donc, vraiment, c'est faites le choix du cœur. Et puis, avec l'étoile derrière, c'est un choix qui serait plutôt pour moi dans la douceur, est un choix d'équilibre. Voilà. Et le monde, pourquoi des animaux? Ah, c'est par rapport à la symbolique, en fait. Chaque animal renvoie un symbole à une qualité. C'est vraiment la carte de l'harmonie. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui veulent intervenir. Non, je vois Julie Géraldine. Tu sais, il est 20h29. Je ne vais pas faire ma rabat-joie. Ah non, mais vous avez raison. Vous êtes maître du temps, Julie. Ce que je peux dire à toutes celles et ceux qui n'ont pas eu leur petite interprétation, c'est de se référer au livre dans lequel vous allez trouver encore beaucoup d'éléments, évidemment. Il y a un autre livre, Céline, qu'il fallait que je montre parce que tu ne nous en as pas parlé. Mais voilà, un beau livre de coloriage. Et là, c'est si on veut vraiment développer sa magie, en fait, c'est un jeu de tarot avec des cartes à colorier, quoi. Oui, alors on a fait un jeu qui est beaucoup plus créatif là-dessus pour que les gens puissent mettre leurs couleurs et ne soient pas bloqués par… c'est vrai que l'imagerie, elle est un peu ancienne. Et la nouvelle, c'est qu'on est en train de le préparer. On va le sortir en oracle colorié. Ah, c'est génial. Franchement, j'ai trouvé ça super beau. C'est très complémentaire. Les deux sont chez le Lotus et l'éléphant. Donc voilà, une maison d'édition qu'on aime beaucoup. Et j'ai envie de te dire qu'il est 20h30. La suivante… Juste, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Céline Camoun ou Yes We Cards, par exemple, sur Instagram. Yes We Cards. Tiens, je vais l'écrire dans le chat parce que le nom est très sympa, mais parfois on ne comprend pas trop. Sur Insta, Yes We Cards. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Céline. C'était super. Bonne soirée. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir joué le jeu du tirage du tarot de Marseille. Donc, il est temps à présent de passer au deuxième thème de la